Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 14 novembre 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le numéro 59 de notre émission Entre nous soit dit, le nombre de nos émissions ayant d'ailleurs, le nombre total ayant déjà largement dépassé 120. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement de coups tordus. Rassurez-vous, il s'agit quand même de politique et l'occasion nous en est donnée par un excellent ouvrage qui vient d'être publié par Éric Branca et Arnaud Folk, et je vous le montre aussitôt, Histoire secrète de la droite, aux éditions Plomb. C'est un ouvrage dont le sous-titre, vous le voyez également, 50 ans d'intrigue et de coups tordus. Et j'ai le plaisir d'accueillir l'un des auteurs, Arnaud Folk. Bonjour. Bonjour Claude. Donc vous êtes effectivement avec Éric Branca les auteurs de ce pavé, 500 pages, c'est quand même 500 pages pour 50 ans, c'est bien, ça permet d'avoir... Un chapitre par année. Et un chapitre par année. Ce qui permet, le livre est effectivement épais, mais les chapitres sont relativement courts, il y a 50 chapitres. Il se lit très facilement et très vite, et effectivement, c'est un ouvrage qui nécessite une connaissance parfaite de la vie politique française. De ce point de vue-là, vous étiez les experts qu'il fallait, puisqu'Éric Branca dirige la rédaction de Valeurs Actuelles et que vous en êtes vous-même le rédacteur en chef politique. Donc vous avez vécu, peut-être pas ces 50 années, vous êtes trop jeune pour ça, mais une bonne partie. Et en tout cas, vous connaissez tous les acteurs de cette, j'allais dire, cette tragédie politique. Oui, c'est une sorte de tragédie, même si elle est parfois tragicomique, tout simplement parce que la tragédie, c'est ce que nous vivons en ce moment. La France va mal, la France est en grande difficulté et naturellement, les hommes de droite en sont responsables, tout comme d'ailleurs les hommes de gauche. Je ne sais pas si vous allez avoir le courage de faire le même livre pour les coups tordus de la gauche. En tout cas, si vous vous y mettez, vous avez du pain sur la planche. Tout à fait. Voilà. Donc, 50 ans, c'est une excellente idée. 50 ans de 5e République, donc une affaire par année. Alors, comment avez-vous fait pour choisir une affaire dans une année? Parce que des affaires, il y en a beaucoup dans l'année. Qu'est-ce qui vous a guidé dans ce choix? Ce livre, en fait, c'est 20 années d'immersion totale dans la politique pour Éric Branca et pour moi, hein, à Valeurs Actuelles, aux Parisiens, à Minute, en ce qui me concerne, et de lecture, de rencontres. Et c'est vrai que assez naturellement avec Éric, quand on a décidé de faire ce livre il y a un an et demi, on s'est interrogé, on a regardé les calendriers, il y avait des choses qui allaient d'elles-mêmes, et ce qu'on a voulu, c'était mélanger à la fois les grands événements politiques que l'on raconte côté coulisses, et en même temps des petits événements, racontés eux aussi côté coulisses. C'est un peu quand la petite histoire rejoint la grande histoire. Certains événements étaient évidemment incontournables, le retour du général de Gaulle au pouvoir, la victoire de Chirac en 74, de Giscard en 74, celle de Chirac en 77 à la mairie de Paris, Sarkozy plus tard, la naissance du Front National, la guerre entre Le Pen et Maigret. Donc énormément d'épisodes s'imposaient naturellement. On a aussi traité ceux que nous connaissions le plus, notre but étant réellement d'apporter une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire que c'est, le titre, le livre porte bien son nom, c'est l'histoire secrète. Et effectivement, en étant tout à fait objectif, il faut reconnaître que vous apportez un nombre considérable d'informations, que même quelqu'un comme moi, qui connaît un petit peu la vie politique quand même, est découverte. Ça prouve que vous étiez vraiment immergé et qu'en outre, vous avez gardé des notes très précises. Éric, lui, garde des notes, moi un peu moins. En revanche, on a rencontré tous les deux centaines de personnes qui sont citées dans ce livre ou qui ne sont pas citées et avec lesquelles on a pu créer cet autre éclairage. Hein, parce que nous sommes, Éric et moi, comme vous, cher Claude, des gens de droite assumés et qui nous attristons terriblement de ce qu'est la droite, de ce qu'elle le représente aujourd'hui, et de ce que je dois dire, elle a un peu représenté depuis 50 ans, c'est-à-dire une droite d'intrigue et de coups tordus, plus qu'une droite de conviction et de rassemblement. En lisant votre livre, en le fermant, j'ai pensé, je crois que c'est une pièce de Bourdet qui s'appelle Le sexe faible. Alors il n'y a aucun rapport, vous allez me dire. Si, il y en a un quand même. C'est que à un moment, le maître d'hôtel, quand j'avais vu la pièce, le maître d'hôtel était joué par Jacques Charon, un immense comédien. Et donc après toutes ces intrigues de salon, etc., on lui dit, est-ce que vous voulez prendre un verre? Je ne sais plus exactement. Il dit non, je sors prendre l'air. Et donc je me suis dit que vous-même, Éric Branca, avez dû, après ces 500 pages très denses,
et qui donne un sentiment quand même, j'allais dire presque de dégoût à certains moments. Ah, ce sont 500 pages d'anecdotes. Pour une anecdote, par exemple, quand Éric Branca était invité par Carl Zéro à la télévision, Carl Zéro qui trouve, parce qu'en fait les gens de gauche aiment bien ce livre, puisqu'en fait il ne dit pas forcément que du bien de la droite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Carl Zéro lui a demandé à la fin, mais est-ce que vous êtes toujours de droite? Eric a répondu oui, mais c'est vrai que l'angle que l'on a pris n'est vraiment pas un angle pas flatteur pour la droite, puisque ce sont les coulisses, ce sont les arrières salles, c'est la cuisine politique, c'est aussi ça la droite. Heureusement, nous voulons croire que c'est aussi autre chose. Mais ce livre, de ce point de vue-là, je pense, marquera un peu les 50 ans de la Ve République, parce qu'on revient sur tous les événements à travers le prisme de l'anecdote et du confidentiel, même si ça ne manque pas parfois un peu d'analyse et de mise en perspective, notamment sur les questions européennes ou les guerres permanentes entre libéraux et gaullistes, ou le refus des alliances avec le Front National qui ont marqué en tout cas ces 20 dernières années. Parmi les révélations qui vraiment sont des révélations absolument authentiques, il y en a une qui est tout à fait stupéfiante, c'est cet enregistrement dont vous donnez le texte du général de Gaulle en 1953, expliquant aux membres du Rassemblement pour la République, non, c'était le VRPF, c'est VRPF, voilà, Rassemblement pour du peuple français. Voilà, je cherchais le sigle. Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement qu'on est obligé de refaire un petit peu la marche arrière. Donc, expliquant, et avec beaucoup de lucidité, qu'il reviendrait au pouvoir s'il y a un événement. Et par événement, il entendait tout ce qui pouvait arriver. Il prononce même le mot de malheur. De malheur. Il dit il faut un malheur. Pour revenir au pouvoir, il faut un malheur. Et c'est De Gaulle qui le disait. Là, Éric a eu effectivement cet enregistrement. Il en dispose d'ailleurs. Oui. Ça vous amuse un jour. Ça, on peut parfaitement vous le prêter. Mais c'est vrai que cette affirmation, cette reconnaissance de la nécessité d'un malheur pour faire bouger les choses est quelque chose de très juste dans une histoire qui, en définitive, est toujours tragique. On ajoutera que De Gaulle avait probablement moins la langue de bois qu'un certain nombre de ses héritiers ou prétendus tels. Et ce qui est très curieux, c'est que 1953, c'est donc 5 années avant qu'il ne revienne au pouvoir, porté par le malheur qu'a été l'insurrection algérienne et la guerre qui s'en est suivie. Mais il téléguidait un peu par derrière. Par derrière, mais sur la fin plutôt. Sur la fin. Mais en revanche, aujourd'hui, je suis frappé par l'extraordinaire parallélisme des situations. On a le sentiment face à une droite qui paraît paralysée, en dépit d'un certain nombre d'actions que mène Nicolas Sarkozy, mais aucune de ces actions, à mon avis en tout cas, ne touche à l'essentiel et ne touche aux véritables causes du problème que nous vivons. Et on a vraiment le sentiment qu'à défaut de malheur, que personne ne souhaite évidemment, on aura beaucoup de mal à sortir de cette situation. On se demande s'il n'y a pas une malédiction française. En tout cas, sommes-nous ou non en crise de régime aujourd'hui? C'est la grande question. Les sondages démontrent le contraire. Il semble que les Français se satisfont peu ou prou de la manière dont le gouvernement, la droite, gère aujourd'hui la crise. Chacun sait, et notamment à l'Élysée, qu'il en sera sûrement tout à fait autrement l'année prochaine, quand les Français vont rentrer vraiment dans les problèmes d'économie, de problèmes économiques réels, le pouvoir d'achat, le chômage. On sait déjà aujourd'hui, on en fera un prochain article dans Valeurs Actuelles, que du côté des sondeurs de l'Élysée, il y a un certain nombre de sondages confidentiels qui font apparaître que le thème de l'immigration va revenir assez rapidement sur le devant de la scène. Et c'est normal. Quand un peuple craint pour son propre avenir, pour son boulot, pour son logement, effectivement, il va y avoir un retour d'immigration. Est-ce que Nicolas Sarkozy va savoir surfer dessus? Est-ce que le Front National, Philippe de Villiers aux Européennes vont en profiter? Un petit peu à l'image de ce livre, on voit aussi que chacun ne cesse de se refiler en quelque sorte la patate chaude des grands enjeux, chacun en étant dépositaire à un moment donné. La nation était l'apanage des gaullistes sous De Gaulle.
Elle a ensuite été récupérée par Jean-Marie Le Pen. Le libéralisme économique est passé de la droite américaine des années 60, ensuite à Valéry Giscard d'Estaing, puis à Léotard. Aujourd'hui, à vrai dire, voilà bien un sujet un thème qui n'est revendiqué par aucun, ou presque, de nos responsables politiques, ce qui témoigne d'ailleurs au passage de leur manque de courage, car la situation aujourd'hui appelle évidemment à plus de libéralisme et sûrement pas à plus de socialisme. Alors précisément, lorsque l'on parcourt votre ouvrage et qu'on s'aperçoit que à telle ou telle occasion importante, les virages essentiels n'ont pas été pris, on se dit d'abord que la France est quand même un formidable pays pour avoir supporté pendant 50 ans de telles malversations, je n'hésite pas à employer le mot, et que d'autre part, elle est aussi maintenant à l'heure de la vérité, à l'heure de vérité, parce que finalement, quand on ne règle pas les problèmes, il vient bien un moment où ils explosent. Et regardez où on en est. Ce matin même, ce jour où nous enregistrons cette émission, j'entendais sur une radio Madame Lagarde triomphante, parce que nous avions fait 0,14 de croissance. On notera le 14. Le 14, qui est mieux que 0,1 en matière de communication. Bon, ce qui veut dire que nous sommes en stagnation, et d'ailleurs, il est même vraisemblable qu'on est effectivement en récession, même si ici ou là quelques chiffres semblent un peu meilleurs. Mais est-ce que vous vous rendez compte, un peu moins pire. Oui, mais où on en est arrivé en France. C'est vraiment la dictature de l'instant. Et vous le dites dans le livre, vous avez un chapitre sur les maîtres en communication, etc., qui ont fini... 1986. Aujourd'hui, ils existent toujours, mais le maître en communication est à l'Élysée. C'est lui qui est actuellement le grand maître de la communication. Et sa devise, vous le dites dans le livre, c'était un événement par jour. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs de gagner l'élection présidentielle. C'est ce qui lui donne ce côté extraordinairement énergique qui plaît à un certain nombre, à une majorité des lecteurs de droite. Maintenant, pour ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que la France a profité d'une chose, c'est que c'était un pays riche. C'est d'ailleurs votre propre théorie, et on vit sur cette richesse, sauf que le patrimoine a disparu, qu'on emprunte, qu'on s'endette jusqu'au cou, et même au-dessus. Et pendant toutes ces années de richesse où effectivement l'héritage était gaspillé, nos hommes politiques, notamment de droite, ceux pour lesquels vous et moi on espérait qu'ils puissent changer les choses, n'ont fait que se disputer, se marcher les uns sur les autres, se trahir leurs propres idées, trahir leurs électeurs. Et c'est un constat effectivement assez tragique, à l'image de l'histoire, que celui-ci, car la situation dans les années 70, dans les années 60, 70, jusqu'à François Mitterrand en 81, on pouvait dire que la France avait encore, à cette époque, les moyens de s'en sortir sans peut-être une grande remise à plat. Aujourd'hui, ça paraît effectivement très difficile, et je partage beaucoup de vos analyses sur ce point. Parmi les événements parfois comiques, il y en a un, voilà, je vous avoue que j'ai éclaté de rire tout seul, c'est quand vous relatez la confidence de Chirac à ses amis peu avant l'élection présidentielle de 1995 qu'il a gagnée. Je vous étonnerai par ma démagogie. Je vous étonnerai par ma démagogie. Oui, je vous étonnerai par ma démagogie. C'est une phrase qu'il a prononcée devant la plupart de ses lieutenants, Jacques Toubon, Alain Juppé, et elle est extrêmement révélatrice. Elle est tout à fait authentique. Elle avait d'ailleurs été racontée. Et confirmée. Mais effectivement, nullement mis en exergue, et je crois qu'elle est effectivement extrêmement révélatrice de ce qu'est devenue la droite, qui en fait, comme vous disiez à l'instant, je trouve que c'est une belle citation, c'est la dictature de l'instant. On ne réagit qu'à l'instant, on réagit en termes de stratégie, on réagit en termes de sondage, de rapports de force locaux, de calendrier, mais il n'y a plus aucune réflexion à long terme, plus aucune réflexion de fond. On peut se dire, même si on n'aime pas ces personnages-là, que des personnages comme Raymond Barre, à droite, Jacques Delors, Michel Rocard, sont morts de ça, parce qu'ils étaient probablement les uns et les autres des personnages pas assez communicants, et qui peut-être avaient plus de fond, ce qui ne veut pas dire que je partage leur point de vue, mais il est vraisemblable que l'absence de forme voulait dire plus de fond. Ceux qui les ont emportés ces dernières années
Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, sont précisément ceux qui avaient le moins de fond et le plus de forme. Pour Nicolas Sarkozy, la capacité d'entraîner à la télévision, et pour Jacques Chirac, cette espèce d'énergie brutale et virile qui a tellement plu à l'électeur de droite pendant des années, quitte à ce qu'il dise, lui pour le coup, sur ses longues années de carrière, tout est absolument le contraire de tout. Je crois que c'est Malraux qui disait que la mort, c'est ce qui transforme la vie en destin. On peut dire effectivement que pour ces hommes que vous venez de citer, bien sûr, certains sont morts, mais beaucoup sont morts avant, parce qu'ils ont en quelque sorte renoncé à être eux-mêmes et à dire les choses. Je me rappelle, Raymond Barre, que j'ai bien connu, oui, bien sûr. Voilà, disait, la seule fois où je l'ai vu personnellement s'énerver, c'est à propos du budget. Comme disait le général de Gaulle, il sautait sur sa chaise comme un cabri, en disant il faut arrêter de dépenser. Bon, il avait raison. La preuve, c'est qu'on en est là aujourd'hui avec 1269 milliards de dettes financières. Mais je veux dire qu'un homme politique qui aurait fait campagne sur ce thème, c'est un homme politique qui, à mon avis, aurait fini par arriver au pouvoir, s'il s'était borné à cela. François Bayrou en a parlé un peu pendant la campagne présidentielle, ce qui d'ailleurs lui a valu, plus qu'on ne le croit, un certain nombre de suffrages, puisqu'il est apparu comme un type sérieux. Qui semble se maintenir. D'ailleurs, vous avez vu le sondage du Figaro ce matin. Absolument. Il est intéressant. Les rapports de force sont sensiblement les mêmes. Il passe même au deuxième tour face à Martine Aubry et à Delanoë. Ce qui prouve que sa stratégie n'est pas aussi stupide que certains veulent le dire. Oui, tout à fait. Moi, je crois que François Bayrou existe. On a raconté dans le livre le jour où il décide véritablement de franchir le Rubicon devant ses proches lors d'une réunion secrète au siège de l'UDF peu avant le vote de la motion de censure contre le gouvernement Villepin, qui est vraiment son franchissement du Rubicon. Ça n'était jamais arrivé que les centristes votent avec la gauche une motion de censure. Il y a chez François Bayrou, que bien sûr nous avons rencontré à nombreuses reprises, probablement un fond d'authenticité. Je pense que François Bayrou n'est probablement pas le plus hypocrite et le plus démago des hommes politiques dont nous parlons dans ce livre, même si pour lui aussi la stratégie prime très manifestement sur le fond. En définitive, il y a assez peu de gens auxquels se raccrocher. On pourrait dire que l'émergence du Front National, on a consacré 4 ou 5 articles au Front National, sa création, la guerre Le Pen-Maigret. On aurait pu imaginer, beaucoup ont pensé que le Front National permettrait de changer tout ça. On constate que le système est si fort que tous les partis, y compris les plus sincères au départ, ce qui était indéniablement le cas de Le Pen, parce que s'il avait voulu être ministre, il aurait été ministre. S'il avait voulu se renier, il se serait renié. Malraux le considérait comme le meilleur orateur de sa génération. Mais un certain embourgeoisement du parti a fait qu'aujourd'hui on le voit se battre et se débattre un peu, malheureusement, comme les autres mouvements qu'il était censé combattre. Et c'est le constat d'un système qui est peut-être aussi plus fort que les convictions et les idéologies. À ceci près que tout l'intérêt de ce livre. Je lisais dans un mémoire récent d'un universitaire allemand une phrase pleine de sens qui indiquait que un mauvais système n'a le choix qu'entre détruire le peuple ou être détruit par lui. Et c'est pour ça que depuis très longtemps, je suis persuadé que nous sommes dans une crise de régime. Bon, bien entendu, j'en aurai la preuve définitive quand le régime se sera effondré sous les coups, on ne sait qui d'ailleurs, mais en tout cas sous sa propre insuffisance et incapacité. Mais là, je pense, et votre réflexion concernant le Front National est tout à fait significative. Un mouvement qui était contre le système et qui l'a été sincèrement, je crois, effectivement, n'a pas réussi à vaincre le système. Et bien entendu, aujourd'hui, le Front National, notamment sous les coups de Sarkozy, qui a réussi à lui piquer une bonne partie de ses électeurs, n'est plus que l'ombre de lui-même. Oui, enfin, on verra aux européennes. Effectivement, l'autre leçon de ce livre, c'est qu'en fait, un politique ne meurt jamais. Voilà. Ils rebondissent toujours, tous, bon, plus ou moins, mais
parle dedans aussi pas mal de Philippe de Villiers, par exemple, qui a connu des hauts, des bas, des épisodes absolument désastreux à la présidentielle, des réussites fulgurantes aux élections européennes. Il faut se souvenir que Sarkozy, en 1994, pardon, conduisait la tête de liste aux européennes avec, à l'époque, Alain Madelin, et est arrivé deuxième derrière la liste Villiers-Pasqua. Au lendemain de la triomphant était créé le RPF. Rappel de l'autre, Rassemblement du peuple français. Là, c'était Rassemblement pour la France. On a vu ce que ça a donné. Les politiques ont tous la possibilité de rebondir. Malheureusement, les rebonds sont comme les déclins, quasi liés encore une fois, à un calendrier, à des stratégies, plus qu'à du problème de fond qui pourrait surgir des événements. Ce qui est frappant dans votre livre, qui, je le répète, en dépit de sa taille et de son poids, se lit vraiment comme un roman. D'ailleurs, le livre précédent d'Éric était le roman de la droite, et celui-ci, l'histoire secrète de la droite, se lit chapitre par chapitre avec beaucoup d'intérêt. En plus, vous n'avez pas fait de doctrine, enfin le moins possible. Non, Michel Phil sur LCI très gentiment disait que c'était mieux qu'un thriller et que ça se passait. Je partage entièrement ce jugement, c'est tout à fait passionnant. Mais ce qui m'a quand même frappé, justement, c'est ce qui ressort des faits, c'est l'absence totale de conviction de l'immense majorité de ceux dont vous tracez le portrait. Bah écoutez, il y a un personnage dedans dont on raconte dans un chapitre le parcours météorique qui est François Léotard. Et on commence le chapitre par une anecdote pour le coup méconnue, qui est celle du jour où il se vend à Jacques Chirac au cours d'un dîner en 1985 ou 86. C'était avant les élections. Voilà, c'était avant les élections législatives de 86. Il dîne avec Chirac, donc il y a Madelin, il y a Longuet, il y a Léotard, et ils organisent via un ami commun, Alain Lefebvre, le journaliste, chez lui, dans le 7e arrondissement, un dîner avec Jacques Chirac. Chirac y va presque à reculons, puisqu'à l'époque, le PR est vraiment la partie centrale de l'UDF de Giscard. Léotard et le bébé est un bébé Giscard. Et il découvre, au cours de ce repas autour d'une tarte à l'oignon, que Léotard, simplement pour avoir la garantie d'avoir des ministères pour lui et ses amis, ce qu'il aura d'ailleurs, est prêt à sacrifier l'UDF, à sacrifier Giscard, à sacrifier Raymond Barre, pour pouvoir être ministre en 86. Et quand les trois élus libéraux s'en vont à la fin du repas, Chirac reste avec son ami Lefebvre et lui dit mais jamais j'aurais imaginé que Léotard me livre grupes comme ça la tête de Giscard sur un plateau d'argent. Lui-même, roi de la démagogie, qui a trahi Chaban et tant d'autres, et Giscard et tant d'autres, en a été lui-même étonné. C'est-à-dire que je crois que plus on a avancé dans ces 50 ans de Ve République, plus la notion d'engagement politique s'est perdue au profit de la tactique, de la stratégie et du cynisme le plus absolu. Comme vous le disiez, pour que Chirac en soit lui-même surpris, il fallait vraiment que ça aille très loin. Autre révélation sur Léotard, au cours de la campagne des législatives de 78, lui qui par la suite deviendra le chantre de la génération morale et de la lutte contre le Front National, a des propos extraordinaires. Il dit qu'il faut arrêter les Sarrasins, sinon on va leur tirer dessus en substance. Mais il était alors en campagne à Fréjus, ville très ancrée à droite, avec une très forte communauté pied-noir. Parmi ces pieds-noirs, une très grande majorité de combattants de l'Algérie française. Donc on adopte ce type de discours devant eux, et ces propos m'ont été rapportés par des personnes qui étaient présentes à ce moment-là et qui s'en souviennent très bien. Avec nous, les Sarrasins ne passeront pas ici, et s'ils le font, on prendra un fusil. Voilà ce que disait Léotard au début de sa carrière en petit comité devant les pieds noirs, avec à ses côtés un homme comme Tabarot, qui était l'un des grands chefs de l'OAS, et on a vu effectivement ce que c'était devenu par la suite. François Léotard était l'un des rares à droite à être, comme Raymond Barre du reste, mais qui lui il est resté sur cette position, hostile, favorable à la peine de mort. Et puis on l'a vu totalement changer et évoluer jusqu'à tendre la main à la gauche au conseil régional de la région PACA quand il était arrivé derrière
le Front National, et que le Front National était en mesure d'emporter la région, alors que finalement ce sera la gauche grâce à ces voix. Tout ça prouve effectivement que tous ces hommes et ces femmes, il y a peu de femmes dans le livre par définition, puisqu'il y a peu de femmes dans la politique française, en tout cas pendant le déroulement de ces 50 années. Mais pour compléter votre information sur François Bayrou, j'ai un souvenir personnel qui date de pas mal d'années, d'une réunion... Quand vous travailliez avec Raymond Barre, enfin quand vous étiez proche... je me souviens, mais là cette fois-ci c'était dans une réunion des professions de santé, où j'ai entendu de la bouche de François Bayrou un discours qu'aucun homme de droite jamais n'a tenu. Ah oui. Et alors d'une vigueur et d'une force. Et depuis cette époque, je me dis, mais ce garçon... Qu'est-ce qu'il disait alors, il disait en substance que... il critiquait l'administration, il disait que ça suffisait, il fallait qu'on arrête tout ça, qu'on redonne de la liberté, enfin bon... et puis très, très rude. Hein. C'est pour ça que quand il a filé une gifle à un gamin... À un moment, je pense que c'est sa nature profonde. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Voilà. Elle est assez dissimulée, mais il a une nature profonde d'homme de droite. Voilà. Ce que disent les personnes qui le connaissent. Et ce qui fait la très grande méfiance qu'il y a à gauche. Or, le point de vue tactique, c'est que c'est de notoriété que François Bayrou est un homme plus de droite, par exemple, que Nicolas Sarkozy, très probablement, sur le fond. Et donc tout ça, lorsque tous ceux qui vont lire votre livre, et à mon avis ils vont être très très nombreux, ils le sont déjà d'ailleurs, parce que le livre marche bien et je m'en réjouis, c'est quand même un progrès dans la connaissance que les gens vont avoir de la vie politique, tous ceux qui vont le lire vont certainement se poser des questions, au moins, sur l'avenir, en disant mais comment faire pour sélectionner un homme politique qui soit conforme, puisque si on est à droite, conforme à nos idées et à nos voeux. Mais ça, nous aborderons la question dans la deuxième partie. Dernier point pour terminer cette première partie. Quand vous avez fini le livre, est-ce que vous l'avez fait relire, j'imagine, est-ce qu'il y a eu chez l'éditeur, par exemple, quelques réticences? Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Hein. Mais il y a eu un ou deux passages qui ont été revus par les avocats, et notamment concernant le chapitre, où là ce sont vraiment des révélations sur la manière dont une partie des membres du cabinet de Robert Pandreau avait tenté en 1986, suite à la mort de Malik Oussekine, de, entre guillemets, salir sa mémoire et salir la mémoire de sa famille en orientant des journalistes qui étaient allés jusqu'à la rencontrer sur la piste notamment d'une sœur de Malik Oussekine qui aurait été une prostituée. Il s'est révélé que ça n'était pas vrai. Il s'est révélé que ce n'était pas vrai, mais derrière ce chapitre, c'est aussi, encore une fois, c'est cette grande différence entre deux droites. Il y a une droite qui veut assumer, celle de Pandreau, il avait tort, les faits lui ont donné tort, mais il y avait derrière de toute façon une droite qui ne voulait pas entendre parler de quelconque chose comme ça, et qui considérait que Malik Oussekine, c'était le symbole de la morale. Bien, écoutez, après ce symbole de la morale, nous allons nous reposer un petit peu, parce que tout ceci était très vif et très intéressant. Nous marquons une brève pause technique et nous revenons tout de suite. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission consacrée à l'ouvrage qu'Éric Branca et Arnaud Folk viennent de publier aux éditions Plomb, que je vais vous montrer à la caméra, Histoire secrète de la droite, c'est-à-dire 1958-2008, c'est-à-dire les 50 ans de la Ve République, qui ont été l'occasion d'ailleurs de cette parution, et 50 ans d'intrigues et de coups tordus. Et là, je dois dire que le sous-titre vaut le titre, et que les deux sont parfaitement exacts. Alors, parmi les événements, Arnaud Folk, que vous décrivez, il y en a qui sont tout récents. Par exemple, la quasi-rupture, là vous avancez peut-être, c'est à vous qui allez nous le dire, entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. On est peut-être à la veille, dans quelques semaines, d'un changement de gouvernement. Vous êtes sûr de vos informations? Écoutez, ce qui est certain, c'est qu'entre les deux hommes, le courant n'est jamais réellement passé, excepté pendant la campagne présidentielle, pendant, disons, les 6 ou 7 derniers mois de la campagne présidentielle. Mais Sarkozy a fait aussi le choix volontaire d'un Premier ministre effacé. Alors,
lorsque François Fillon est effacé, ça lui convient. Lorsque François Fillon n'est pas effacé, lorsque François Fillon le dépasse dans les sondages, lorsque François Fillon donne son opinion ou donne l'impression de ne pas être tout à fait sur la même longueur d'onde que lui, ça se passe très mal et on raconte dedans un certain nombre de rencontres secrètes entre les deux hommes où Fillon se fait vraiment vertement plus que gourmander par le président de la République, un certain nombre de ses collaborateurs affirmant même un peu sur le ton de la plaisanterie qu'à la suite de l'un d'eux, une ride supplémentaire lui avait poussé au coin de l'œil. Maintenant, c'est un livre de constats, c'est pas, on lit pas dans une boule de cristal. Ce qui est certain, c'est que François Fillon ne sera pas toujours Premier ministre, qu'il y aura évidemment un nouveau Premier ministre. Quand est-ce que celui-ci sera nommé ? Je n'en sais rien. Que Sarkozy y pense, c'est sûr. Que François Fillon soit convaincu que ses jours, ses mois, peut-être son année soient comptés, c'est certain aussi. Il est arrivé que des premiers ministres et des présidents qui ne s'entendaient pas bien humainement puissent continuer à travailler ensemble. Moi, je pense que le changement de Premier ministre aura lieu plus rapidement qu'on le pense, parce que tout simplement, Sarkozy est d'abord un homme de coups et qui va avoir besoin l'année prochaine de remobiliser, de faire des coups pour apparaître aux Français comme un homme qui bouge. Et chacun sait qu'il y a un état de grâce après la nomination d'un nouveau gouvernement. Donc je pense qu'effectivement le divorce annoncé aura lieu quand, j'en sais rien. Alors parmi les premiers ministres récents, il y a eu l'avant-dernier, c'est Raffarin. Les circonstances de son choix sont vraiment hilarantes. Quand à un moment vous faites dire, et il l'a dit certainement à Chirac, prenant connaissance des propos dithyrambiques que Raffarin tient sur Giscard et sur lui-même, il s'écrit « Quel couillon !» Alors, peut-être avait-il envie de prendre le plus couillon, ce qui n'est pas le cas, parce que Raffarin n'est pas un couillon, mais en tout cas, il joue quand même bien au couillon. Voilà, et puis il est sûr, si vous voulez, que Raffarin en fait était en fait un Premier ministre par défaut. Chirac ne voulait pas de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Ça d'ailleurs était la chance. Erreur fatale. Parce que s'il l'avait nommé, Nicolas Sarkozy n'aurait jamais été président, il ne pouvait pas être. Voilà. Donc il ne voulait pas que Nicolas Sarkozy à l'Élysée, donc ils ont cherché, à Matignon, pardon. Ils ont cherché, ils ont réfléchi, il y a eu les options Alliot-Marie, enfin tous ceux qu'on retrouve. Chirac en fait voulait de nouveau Juppé. Et là, autour de lui, on a fini quand même par lui convaincre que ce n'était pas possible. Donc il a réfléchi à tout un tas d'options, un petit peu comme quelqu'un d'un peu gourmand regarde une carte avant de passer à table. C'est-à-dire encore une fois là, qu'il n'est pas question du tout de conviction, de choix d'action, mais quel sera l'homme idoine, qui aura une image qui. Et c'est vrai que l'image de Raffarin, au lendemain de cette élection présidentielle de 2002, a été un très bon coup pour la droite, et ça lui a permis de remporter les législatives probablement de manière plus aisée qu'elle ne l'aurait remporté avec quelqu'un d'autre, puisque les Français découvraient ce personnage Raffarin, dont on rappelle néanmoins qu'il n'est pas sorti de nulle part, lui-même fils fils d'ancien ministre. Bon, c'est un notable parmi d'autres, assez habile en matière, encore une fois, de communication, et c'est encore une fois, y compris dans le cas Raffarin, la prime à la com qui l'a emporté sur le reste. Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans tout ce second mandat, parce que ce fut un quinquennat cette fois-ci, de Chirac, il a quand même multiplié les erreurs. Bon, la première erreur, à mon avis, ça a été de nommer Raffarin au lieu de Sarkozy. On l'a dit, Sarkozy à Matignon, on ne pouvait pas prendre son espace et devenir ensuite candidat. Et puis il y a eu ensuite quand même la nomination de Villepin qui a été étrange, même si elle semblait découler du fait qu'il était déjà secrétaire général de l'Élysée. Et puis surtout, il y a eu cette étrange idée pour quelqu'un qui venait de perdre 2 élections successives et gravement, de faire un référendum sur l'Europe. Le référendum du 29 mai 2005 sur la Constitution européenne paraissait gagné par avance pour certains. Et puis tous ceux qui connaissaient un tout petit peu le dessous des cartes disaient mais il va être perdu. Rappelez-vous, d'abord au fait qu'ils pensaient que le référendum serait gagné. Tout simplement. Au moment où Chirac décide de faire ce référendum, que rien ne lui imposait, il pouvait faire
comme Lisbonne, hein, ils pouvaient voter par le Parlement, à ce moment-là, le oui était à 65%. 65% dans les sondages. Valéry Giscard d'Estaing lui-même, en privé, répétait que le oui ne pouvait pas tomber au-dessous de 60%. Donc c'est pour ça, un combat gagné d'avance en politique, les hommes politiques sont toujours prêts à se lancer dedans. Lorsqu'il est plus difficile et plus ardu, vous en savez quelque chose sur un certain nombre de thèmes, c'est une autre affaire. Donc ce référendum, Giscard, Chirac, l'intégralité de la droite, François Bayrou, tous les plus fédéralistes, poussaient au contraire au référendum en disant cette fois-ci, les Français vont démontrer qu'ils sont devenus européens, que tout a changé, les socialistes étaient pour aussi, enfin, tout le monde était pour, sauf au final les Français, mais qui ont voté pour partie sur la question européenne, mais pour partie sur la question politique. Ce qui repose effectivement la question des référendums en France, c'est que les Français ont trouvé ce moyen de contrecarrer leur gouvernant, quel qu'il soit, et de détourner en quelque sorte l'idée centrale. Et ça prouve aussi le divorce, là aussi, le divorce entre le peuple, voilà, le pays réel et le pays légal, et le référendum, et c'est vrai pour le peuple un moyen aisé et agréable, effectivement, de voter. Aux élections, après tout, vous avez le choix entre un tel et un tel, il vous faut faire des choix de personnes. Là, vous avez la possibilité de mettre un bulletin non. Et ce bulletin non, il est magique quand on a vraiment envie de dire non à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens. On s'en régale à l'avance et on s'en régale encore après, bien que souvent après on soit déçu, car le non ou non succède bien des périodes où il devient très difficile de le faire respecter. Nicolas Sarkozy, pendant toute sa campagne présidentielle, a dit qu'il allait faire respecter le nom des Français. Et le nom des Français, c'était ce qu'il a appelé un mini-traité. En fait, c'était un autre traité, et c'était une calque quasi parfaite de l'option Giscard, qu'on soit pour ou contre. Il a, de ce point de vue-là, formidablement dupé les Français. Les électeurs. Ah oui. Mais est-ce que le fait que Chirac ait fait 2 mandats, dont un mandat partagé quand même pendant la majorité du temps, puisque sur le septennat, Jospin a été pendant 5 ans Premier ministre, est-ce que ça n'est quand même pas à l'origine d'un blocage supplémentaire? Parce qu'il a quand même démontré un immobilisme, dont les Français d'ailleurs avaient tellement conscience, que Sarkozy en a fait la base de sa campagne. Mais cet immobilisme, c'était aussi celui du 2e septennat de François Mitterrand. Oui. Ça a duré effectivement les deux, enfin le septennat, le quinquennat de Chirac. Au passage, petite remarque que les gens se font assez peu, s'il n'y avait pas eu le quinquennat, Chirac serait toujours président aujourd'hui. Oui. Et en période de crise, c'est lui qu'on verrait partout, 4 coins du monde, avec les puissants. Et il n'est pas sûr que ça aurait pu servir Nicolas Sarkozy, qui aurait été obligé d'être derrière. Bon, ça, c'est évidemment montrer à quel point les événements. Voilà, et son mandat a été en 2009. Voilà, tout à fait. Ça. Mais il aurait probablement terminé sur une note positive, puisqu'effectivement, on reconnaissait à Chirac, par son expérience du monde et des grands de ce monde, la capacité de voyager, de discuter, on lui a d'ailleurs un peu reproché, mais les Français lui reconnaissaient cette qualité-là, donc il n'aurait pas fait plus mal que Sarkozy là-dessus, et c'est vrai que là, pour le coup, lui qui a fait voter ce quinquennat, s'il n'avait pas fait voter, il aurait pu effectivement desservir celui dont il ne voulait pas pour il avait vraiment perdu la main. Il a tout à fait perdu la main. Il a tout à fait perdu la main, et ce fut effectivement un mandat de profond immobilisme, sans doute pas d'ailleurs au niveau politique, parce qu'au niveau politique, là, ce fut plutôt un mandat de dérive lente vers le conformisme, le politiquement correct, le moralisme, voilà, Chirac a commencé en 76 à parler de la France éternelle, et il a fini comme un propagateur des idées d'Harlem Désir, quoi. Voilà l'évolution de Jacques Chirac. Curieuse évolution, mais enfin, ce genre d'évolution est le plus souvent une sorte d'illustration du précepte selon lequel on finit toujours par pencher du côté vers lequel on est attiré. Chirac était profondément un homme radical, comme disent beaucoup, et par conséquent, il n'a jamais fini
que paraître lui-même, tel qu'en lui-même l'éternité ne l'a pas changé. Oui, c'est vrai, sauf que ce qui est dommage, c'est que vous connaissez comme moi un certain nombre d'élus, y compris d'élus connus, qui sont viscéralement des hommes de droite, qui l'ont été dans leur jeunesse et qui continuent de l'être, et cela pour autant, dès lors qu'il s'agit de s'exprimer publiquement, à de très très rares exceptions, n'ont pas le courage de leur gêne, je dirais, alors que ceux qui ont des gènes de gauche ont oui, n'hésite pas à les exprimer. N'hésite pas à les exprimer, parce que là, ça ne demande pas de courage, au contraire. Au contraire. Alors, vous n'êtes pas, dans ce livre, vous n'êtes pas penché sur la gauche, mais enfin, dans les valeurs actuelles de cette semaine, vous l'avez fait. Et nous sommes quand même dans une actualité qui va se développer ces 2 jours, puisque les socialistes tiennent congrès. Mais quel est l'état réel du Parti socialiste actuellement? Parce que c'est quand même le dernier chiffre sérieux que nous avons, c'est les 47%. Qu'a fait Ségolène Royal à l'élection présidentielle, c'est quand même pas un mauvais score. Pas du tout. Non, le PS est un parti en ordre de marche pour les élections, en tout cas les élections intermédiaires. Souvenez-vous les élections municipales de ce début d'année, 2008. C'était un carton du Parti socialiste, et pourtant il n'avait pas plus de chefs, de leaders, il était tout aussi divisé, etc. Mais ils sont très forts. C'est un parti qui est fort localement, c'est un parti qui sait aller au combat électoral, c'est un parti qui sait profiter aussi des déceptions engendré par la droite. C'est le réceptacle d'alternance accepté. Maintenant, effectivement, vous dire, encore une fois, je serais bien présomptueux de la manière dont le PS va se sortir de ce congrès de Rennes, de ce congrès de Reims, oui, qui ressemble un peu au congrès de Rennes. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que Ségolène Royal, Dieu sait que je l'apprécie guère, je reconnais qu'elle est une combattante absolument forcenée, et que de ce point de vue-là, elle est assez mitterrandiste. Mais s'il y a une alliance des 3 autres motions contre elle, elle pourrait être aussi combattante qu'elle le veut, elle ne pourra pas l'emporter, et d'ailleurs, elle le serait elle-même en regardant l'histoire, notamment l'histoire de Mitterrand. Mitterrand avait conquis le parti en 71 à Épinay, avec 15% des voix seulement. Oui. Savary et Mollet avaient fait 39% des voix, mais ils s'étaient alliés avec toutes les autres motions. Ça c'est le PS. Et non, si elle y va elle-même, personnellement, toute seule, elle ne peut pas gagner. Revenons à François Bayrou, non plus dans la perspective que nous avions évoquée, mais dans une perspective qui serait une prospective. François Bayrou, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec l'idée que je vais émettre, à mon avis, joue la carte de l'homme de recours essentiellement. C'est-à-dire que je ne crois pas que son projet soit celui d'avoir une force parlementaire considérable qui pèserait, il aurait choisi une autre voie. Mais sur la voie du recours, en Ve République, ça peut marcher. Ça peut marcher qu'aux élections. Oui, aux élections, voilà. J'entends bien. Et en fait, à une élection, c'est à l'élection présidentielle. Effectivement, sous la Ve République, tout est entièrement axé sur ce que Le Pen appelle la mère des batailles, l'élection présidentielle. Et évidemment, c'est la stratégie de Bayrou. On en parle d'ailleurs aussi dans le livre, un certain nombre de ses proches, dont Bernard Lehideux, qui est un des cofondateurs de l'UDF à l'époque de Giscard, qui connaît tout bien, dit voilà, très simplement, Bayrou on va se positionner à gauche pour essayer de se crédibiliser auprès des électeurs de gauche. On va se poser en opposant numéro 1 de Sarkozy. Ça veut dire qu'à la présidentielle, au lieu d'être 3e, on sera 2e, et puis qu'au 2e tour, contre Sarkozy, on aura les voix de la gauche. C'est ça la stratégie suivie par Bayrou, qui effectivement ne repose, pour ainsi dire, que sur l'élection présidentielle, et peut-être sur l'élection européenne, qui est toujours une bonne élection pour les centristes et pour l'UDF. Et c'est vrai que s'il fait un bon score à l'élection européenne, ça crédibilisera d'autant plus, ça lui permettra d'autant plus de tenir jusqu'à l'élection présidentielle, parce qu'il faut quand même tenir d'ici là, et c'est vrai qu'avec 3 députés... Voilà, heureusement, pour lui, il parle fort, et lui attaque Sarkozy pendant que les socialistes s'attaquent entre eux. Mais ça pourra changer le jour où, si Ségolène Royal l'emporte à la tête du PS, il est vraisemblable qu'à ce moment-là, le PS, il y aura peut-être des gens qui vont partir, mais il sera plus ou moins pacifié. Et là, on va avoir une Ségolène Royal ultra offensive contre Sarkozy aussi. Quel espace restera-t-il à Bayrou? Je ne le sais pas. Beaucoup d'interrogations et beaucoup d'inconnus. Parmi les inconnus, il en est une autre, qui est celui du renouvellement de la classe politique. Alors, actuellement, tout est bloqué pour 2 raisons très simples. La première, c'est qu'il est impossible de franchir le mur médiatique. Et la seconde, qui est liée, il est impossible de franchir le mur financier, puisque vous ne pouvez avoir d'argent dans le système actuel qu'en étant financé par l'État, c'est-à-dire en vous présentant aux élections et en faisant un score suffisant. Donc on ne peut pas faire émerger une classe politique nouvelle
puisque toute proposition nouvelle recueille une indifférence systématique de la part des grands médias, à l'exception de Valeurs Actuelles, mais enfin, vous n'êtes pas toute la presse, hélas, encore que ce soit jamais bon d'être toute la presse soit seule, mais en dépit de la grande qualité de votre journal... Moi, je dirais pas non. Hein. Oui. Vous êtes pour les monopoles. Si c'est le mien, oui. Bien sûr. Non, je plaisante. Mais enfin, ça pose quand même un problème, et en même temps, je crois que ça va vous poser, à vous, médias en général, pas spécialement Valeurs Actuelles, un vrai problème aussi, qui est celui à la fois du renouvellement de notre lectorat et celui de la concurrence d'Internet. Parce que ce qu'on voit, même dans un journal comme Valeurs Actuelles, qui aime bien châtie bien, donc je vous fais ce reproche amical, je crois qu'il y a certaines voix qu'on n'entend pas assez. Je ne parle pas de la mienne spécialement. Je ne plaide pas pour ma chapelle, mais je pense qu'il y a des courants d'opinion qui mériteraient d'être un peu mieux traités et qui correspondraient mieux, me semble-t-il, à l'attente non seulement de votre public, mais de celui que vous allez avoir par la suite. Et deuxièmement, la concurrence d'Internet. C'est quelque chose que tous les grands médias sont en train de vivre. Vous savez, on lit sur Internet des tas de choses qu'on n'arrive pas à trouver dans les grands médias. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un virage à prendre ? Je crois qu'il y a deux choses. Effectivement, étant vraiment un enfant de la presse écrite, peut-être que je ne me rends pas compte de la crise profonde dans laquelle elle est de manière suffisante. C'est possible, puisque moi, je suis un adorateur du papier. J'ai besoin voilà, mais je suis un peu de la vieille école. Donc, c'est pas tant Internet que je crains, c'est plus ce que vous dites, c'est-à-dire d'avoir une presse trop conformiste. Si, effectivement, on ne trouve pas dans la presse papier l'originalité, le non-conformisme, l'ouverture d'esprit que l'on trouve sur Internet, alors là, oui, effectivement, il y a des risques, et sur ce que vous venez de dire à l'instant, je partage un peu votre point de vue, non pas sur le journal lui-même, mais je trouve qu'on ouvre beaucoup nos colonnes, je pense qu'on devrait, et on pourrait, et on les ouvrira plus encore. Vous faites partie de ceux qui vous exprimez souvent, parfois dans le journal, Benoît de Taffin, Alain Dumay, les libéraux, à la droite de la droite, Rachid Kassi, des personnalités un peu iconoclastes aujourd'hui dans le monde politique, mais qui ont, enfin c'est ce que je pense, ô combien raison, qui ouvrent de nouvelles portes, et je souhaite du fond du cœur qu'effectivement on soit le réceptacle en termes de presse papier de tous ces courants de droite. D'ailleurs, il faut savoir que nous, à Valeurs Actuelles, les meilleures ventes sont les ventes de ce qu'on appelle les numéros aiguillons. Quand on aiguillonne la droite, quand on lui donne des leçons, quand on dit, comme il y a 15 jours, attention, cap à gauche, il faut faire attention, ça marche. Si on fait du sarkozysme, ça marche pas. Ça veut dire que l'attente des lecteurs est bien celle que je le crois d'autant plus que je connais bon nombre de signataires de votre courrier des lecteurs, parce que c'est des gens qu'on a rencontrés ici ou là, dans différentes réunions. La plupart d'entre eux sont des gens âgés. Donc il faut faire attention à ça aussi, ouvrir un journal à de jeunes lecteurs, ou même s'ils ne sont pas des bambins. Il faut savoir, vous savez, on a progressé de manière assez considérable depuis 2 ans. On a progressé de 20% en termes de vente, on est autour de 100 000, bon, principalement par abonnement, mais les abonnements, voyez-moi, fonctionnent, parce que le journal a pour le coup choisi, d'ailleurs on le voit bien vis-à-vis de la droite, notre livre a fait la couverture du magazine, on y a consacré 5-6 pages en racontant effectivement donc les dessous, les anecdotes pas forcément sympathiques sur la droite, y compris quand Jean-Louis Borloo, voilà, encore quelqu'un qui passait des alliances souterraines avec ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'ultra-droite, on parle bien d'ultra-gauche, hein, donc c'est devenu un nouveau terme à la mode, et ça, c'était pas, il y a 10 ans, Valeurs Actuelles n'aurait pas fait ça, on était beaucoup plus déférents vis-à-vis du pouvoir, en tout cas du pouvoir de droite, et même d'ailleurs de tous les pouvoirs. Je pense qu'aujourd'hui le journal est plus dirigé par un nouveau directeur qui est très dynamique, et qui d'ailleurs a mangé du lion, si je puis dire, sur les plateaux de télévision. Je trouve particulièrement efficace. Il passe vraiment très très bien. Et il n'est pas impressionné du tout par politiquement correct. Il est moins impressionné que moi sur le plateau à vous. Bon, enfin écoutez, des nouvelles positives quand même. Et si on en parle, c'est parce que Valeurs Actuelles est un des très très rares supports où on peut penser qu'une expression différente à sa place. On n'est pas comme chez d'autres, littéralement censuré. Parce qu'il
faut pas vous faire la moindre illusion. Si on ne nous voit pas, ou on ne nous entend pas, on ne nous lit pas dans d'autres médias, c'est parce que nous sommes réellement censurés. C'est-à-dire que quand vous essayez de faire passer une idée, même cette idée, même si vous connaissez les journalistes qui d'ailleurs le feraient volontiers, mais leur direction ne le souhaite pas, mais vous êtes littéralement censuré. Vous savez, preuve qu'effectivement on est assez libre. La semaine dernière, par exemple, on traitait d'un sujet que la grande presse n'a absolument nullement traité. C'est la proposition faite par le responsable des jeunes UMP, qui est un sarkozyste, qui a été désigné par Sarkozy, d'imposer une discrimination positive provisoire sur critères ethniques en faveur des minorités s'entend. Donc c'était lui qui disait, je cite sa phrase. Nous, on en a parlé très largement dans le journal, à une place de choix. Le Figaro, une des journalistes du Figaro avait parlé de ça. Première édition, la référence à cette proposition du jeune UMP passe dans son article. Deuxième édition, la phrase a été caviardée, a été retirée. Hein, on est beaucoup plus là-dessus, et on est de ceux qui disons, comme Éric Branca et moi le faisons dans ce livre, disons, droite, attention, casse-cou, cessons les dérives à gauche. Assumons ce qu'on est. N'oublions pas que même au niveau municipal, à Rome ou à Londres, ce sont des hommes de droite avec des personnalités, c'est différent, mais en tout cas tout à fait décomplexés qui l'ont emporté. Il serait fou d'imaginer qu'aujourd'hui, forcément et nécessairement, c'est par la gauche que l'on conquiert l'électorat. Je ne le crois absolument pas. Et je pense donc qu'il faut assumer ces valeurs et ces symboles, et ces valeurs et ces idées, ce que fait Valeurs Actuelles, et ce qu'on essaie aussi de faire dans le livre à travers ces anecdotes qui peuvent donner l'impression qu'on discrédite cette droite, mais c'est vrai que la droite, malheureusement, n'agit pas toujours comme on le voudrait, et c'est notre rôle à nous, hommes de droite, de dire, voilà, mais non, mais ça c'est oublié. Plus de léotard, moi je veux plus de léotard à droite, plus de Chirac, plus de léotard. Et si possible, effectivement, quelques hommes nouveaux, comme vous dites, écoutez, des hommes comme vous. Alors, merci, merci. J'attendais que vous le disiez pour pouvoir m'avancer un peu sur le devant de la scène. Je vérifiais que ce n'était pas terminé encore. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie, soyons sérieux. Vous l'êtes bien sûr. Non, mais je suis sérieux, quoi, je veux dire, en disant, c'est ce que je pense que des hommes comme vous, des formations comme les vôtres, doivent avoir justement le droit de pouvoir s'exprimer pleinement, et qu'ensuite le peuple doit pouvoir. C'est pour ça que quand vous disiez tout à l'heure que le système est vermoulu et verrouillé, je le constate avec vous, même si c'est vrai, le Front National a fait la preuve dans les années 80, que l'on pouvait, à force de ténacité, de persévérance, et sur un programme très précis, très audible. Il faut que ce soit simple. Oui, mais pardon de vous interrompre, mais vous avez vous-même dans le livre indiqué que le coup de pouce décisif lui a été donné par François Mitterrand, qui ne l'a pas aidé d'une façon particulièrement. Il est passé 2 fois à la télé. Alors justement, voilà. N'oubliez pas les chiffres. Avant que Jean-Marie Le Pen ne passe à l'heure de vérité, ses derniers scores électoraux... L'heure de vérité, attention. L'heure de vérité, c'est après la réussite sa réussite à Dreux. En 72, il crée le Front National. En 80, il écrit à Mitterrand et lui dit, voilà, mon parti vient de tenir son congrès et on ne parle pas de nous à la télévision. François, en fait, il est d'ailleurs passé par l'intermédiaire d'un autre socialiste, je ne me souviens plus le nom, et François Mitterrand, effectivement, fait pression, écrit à la télévision, et Jean-Marie Le Pen a eu droit à une fois un petit débat avec une socialiste, et une autre fois un reportage de 3 minutes au journal de 20 heures. Voilà, ça n'a pas non plus été... Mais l'heure de vérité, ça a été très important. Mais l'heure de vérité, c'est là qu'il passe à 10%. Fondamental. Mais l'heure de vérité vient après les 17,5% de Dreux, l'union entre toutes les droites à Dreux, UDF, RPF, Front National. Il y a encore des gens qui ont ces affiches, qui sont des vrais collecteurs. Vous avez l'affiche de Jean Yot avec Jean-Pierre Stirbois et les 3 logos RPR, UDF, Front National sur la même affiche. Ça a existé, ça paraît incroyable aujourd'hui. Alors cachez-les bien, parce que vous allez certainement être l'objet d'un vol de gens bien intentionnés. Ceci n'a pas existé. Mais je ne l'ai pas. Ah, vous ne l'avez pas. Je connais des gens qui ont ces affiches. Et ça fait rêver beaucoup de gens. Cher Arnaud Folk, merci de nous avoir accordé cet entretien. Nous avons été passionnés par ce que vous nous avez dit. Je rappelle bien sûr le titre du livre qu'Éric Branca et vous-même avez publié, venez de publier aux éditions Plomb.
Histoire secrète de la droite. C'est un ouvrage de 500 pages dont je ne me souviens plus du prix. 23 €. 50 Je chapitres. précise toujours, il faut pas avoir peur. Non, mais ça se lit vraiment Voilà. comme un roman, comme un thriller, comme disait Michel Field. Merci. 23,90 €. Écoutez, même en cette période de crise, vous pouvez quand même faire un petit effort. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Puis en plus, toute cette période que vous allez passer à lire le livre, vous n'irez peut-être pas au restaurant, au cinéma, au théâtre, donc vous allez faire des économies extraordinaires. Cela dit, c'est un excellent livre, et d'Éric Branca et Arnaud Folk, on ne pouvait attendre autre chose. Je vous le remontre, et madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier de nous avoir prêté attention. Gardez courage dans la crise difficile que nous vivons, il y aura une issue, et j'espère qu'elle sera favorable. À bientôt, soyez heureux si vous le pouvez, portez-vous bien, et vive la France.